Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Audience du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a reçu une importante délégation de la Fédération des paysans de Fouta. Elle est venue remercier le chef de l'État pour les initiatives prises en faveur du secteur agricole. Plusieurs ambassadeurs au ministère des Affaires étrangères, ils ont reçu les résultats des travaux de la mission de la CEDEAO en Guinée, des travaux qui ont permis de trouver un accord sur la durée de la transition dans notre pays. Le ministère de la Culture vulgarise les textes de loi sur la protection du patrimoine culturel et naturel. Une rencontre regroupe les acteurs autour de ces documents, occasion aussi d'insister sur la nécessité de promouvoir ces biens pour les générations présentes et futures. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, que nous ouvrons par un décret. Décret D 2022-05-15 PRG-CNRD SGG portant nomination de hauts cadres au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025-AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret D 2022-03-87 PRG CNRD SGG du 20 août 2022 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2021-011 PRG CNRD SGG du 8 octobre 2021 portant structure du gouvernement de la transition, vu le décret D 2021-054 PRG CNRD SGG du 29 octobre 2021 portant nomination du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, vu le communiqué numéro 01 du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directrice générale du Fonds de développement de l'élevage Fondel, Madame Kadiatou Diallo, matricule 265 604W, précédemment directrice nationale du service de promotion rurale et du conseil agricole. Directeur général de la société sino-guinéenne pour la coopération dans le développement agricole Sigikoda SA, M. Fodé Sanikayi Kouyaté, spécialiste en développement local, précédemment responsable du service de digitalisation au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directeur général adjoint de la société sino-guinéenne pour la coopération dans le domaine agricole Sigikoda SA, M. Mohamed Sangaré, ingénieur, précédemment chef de projet en télécom freelance en France. Directeur national du service de la promotion rurale et du conseil agricole SERPROCA, M. Saïkouyaya Baldé, administrateur civil, matricule 250 950H, précédemment en service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Directeur national du génie rural, M. Mohamed Lamine Diaby, matricule 589-595V, précédemment directeur national adjoint du génie rural. Directeur national adjoint du génie rural, M. Abbas Diabaté, matricule 255 072H, précédemment directeur national du service de coordination et de suivi des programmes et projets au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Directeur national du service de coordination et de suivi des programmes et projets. M. Toumani Touré, matricule 251 678C, précédemment directeur national du génie rural. Directeur général du Centre d'application d'élevage CAE de Bokeh, M. Hakim Ba, ingénieur, précédemment responsable de processus à Jaguar Land Rover Automotive Royaume-Uni. Directeur général du laboratoire central vétérinaire de diagnostic, M. Kouramoudou Bérété,
docteur vétérinaire, précédemment chargé de la biologie moléculaire au laboratoire central vétérinaire de diagnostic LCVD. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 26 octobre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Le chef de l'État qui a reçu ce matin en audience les membres de la Fédération des paysans du Fouta Djallon. Ils sont venus, je le disais, remercier colonel Mamadi Doumbouya pour les nombreuses initiatives prises pour booster le secteur agricole dans notre pays. Ansoumana Toumani Kamara. Dans un monde où la crise alimentaire n'épargne aucune nation, le chef de l'État, en visionnaire, opte pour de nouvelles stratégies dans le secteur agricole, celle d'accélérer l'autosuffisance alimentaire. Parmi les mesures concrètes pour booster l'agriculture guinéenne figure FODA, Fonds de développement agricole. Pour la campagne agricole 2022, 200 milliards de francs guinéens sont disponibles pour financer en prêt environ 1000 entrepreneurs agricoles. À ce jour, ils sont nombreux, ces acteurs du secteur, à bénéficier de l'accompagnement des autorités de la transition. L'instruction était de doubler la part du secteur agricole dans le budget de l'État. Et cette instruction a été respectée à la lettre par le pôle financier qui a effectivement doublé la part du secteur agricole dans le budget de l'État. En plus de doubler la part, il a aussi donné les instructions de tout faire pour que les dotations du secteur agricole soient effectivement décaissées. Donc nous avions non seulement le budget, mais nous avons aussi eu la possibilité de décaisser notre budget. Avec l'appui de M. le Président, nous avons pu créer et opérationnaliser le Fonds de développement agricole qui a reçu une dotation de près de 200 milliards de francs guinéens pour financer le secteur agricole. Ce qui est une première, comme vous le savez, que l'État puisse mettre à disposition des ressources qui vont directement au secteur agricole. La deuxième chose, c'est la mécanisation. Monsieur le Président a mis à notre disposition 100 nouveaux tracteurs sortis d'usine et a accepté que la moitié de ces tracteurs-là soient mis à la disposition du secteur privé avec un mécanisme de vente à crédit. Je pense que certains parmi vous ici ont pu accéder à de nouveaux tracteurs grâce à ces mécanismes. La troisième chose, et ça c'est conformément au discours de Nouvel An de M. le Président, il nous a dit de tout faire pour que les petits paysans puissent accéder aux intrants. Ça c'était un rappel important et il nous a instruit de faire tout pour supprimer les intermédiaires qui augmentent ces prix pour les populations afin que l'agriculture devienne le véritable noyau du développement de notre pays. La Fédération des paysans du Fouta Djallon a eu accès au FODA. Au-delà de ce précieux appui, elle a aussi signé un accord important avec le ministère du Commerce pour la vente de la pomme de terre à des prix raisonnables sur le marché local. Excellence, la Fédération des paysans du Fouta Djallon, qui a l'honneur d'être reçue par vous aujourd'hui, est une organisation paysanne qui compte 35 000 membres, organisée dans 1300 groupements et fédérée dans une cinquantaine d'unions. Dans cette fédération, vous avez 5 filières formalisées, à savoir la tomate, l'oignon, le maïs, le riz et la pomme de terre. Elle est accompagnée par une équipe technique d'une 60aine de conseillers pluridisciplinaires pour confirmer que c'est possible grâce à la production locale. Depuis la création de la Fédération des paysans du Fouta, les membres de l'organisation reconnaissent avoir bénéficié de quelques soutiens de la part des différents gouvernants. Mais ils attendaient toujours.
celui qui allait les appuyer dans le cœur de leurs préoccupations, loin de vous lancer des éloges. Les paysans sont unanimes que c'est vous, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui avez posé les vrais actes à leur faveur. Vous êtes le premier à accorder des facilités d'accès aux équipements agricoles et aux moyens financiers pour l'achat de leurs intrants à partir du Fonds de développement agricole, le FODA. L'opérationnalisation de ce fonds est une décision salutaire pour le monde agricole. Nous sommes là, enfin, c'est pour vous exprimer toute notre reconnaissance à vous et à votre gouvernement pour tous les actes posés en faveur des paysans guinéens. Excellences, vous avez fait votre devoir, il reste le nôtre. Nous nous engageons aussi à produire et à approvisionner les marchés de Conakry avec des prix harmonisés et accessibles à tous les consommateurs de pommes de terre, conformément à notre entente avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Réconforté par ces résultats concrets obtenus en si peu de temps sur le terrain, le chef de l'État a encouragé le ministre de l'Agriculture et les membres de la Fédération des paysans du Fouta Djallon à poursuivre le même élan pour le bonheur de la population guinéenne. Le colonel Mamadi Doumbouya de préciser que la Guinée peut faire du miracle dans l'agriculture et parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Ce fonds de développement agricole, FODA, vise aussi à encourager les initiatives des jeunes dans le secteur agropastoral, a ajouté le président de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya a rassuré de l'accompagnement des autorités de la transition pour une agriculture dynamique et qui répond aux besoins alimentaires du pays et de l'extérieur. Des initiatives sont aussi prises pour faciliter la conservation et la transformation de la production agricole nationale, a annoncé le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Et comme on le voit donc, mesdames et messieurs, le combat des autorités de la transition est d'assurer l'autosuffisance alimentaire aux Guinéens et de minimiser l'importation des produits de grande consommation. C'est pourquoi, sous l'impulsion du chef de l'État, plusieurs membres du gouvernement se sont lancés cette année dans des activités agricoles. La ministre de l'Information et de la Communication était à Kankan où elle a mis en valeur 100 hectares de riz. Fodé Bangali Fofana est notre correspondant sur place. Situé à près de 70 km de Kankan, dans le village de Dalaba Balimana, après 40 minutes de parcours, Mme Aminata Kaba arrive au champ. Ici, deux qualités de riz ont été semées. D'un côté, c'est la variété CK90 sur 60 hectares, de l'autre, le riz chinois sur 40 hectares, soit un investissement sur 100 hectares de riz. Je pense quand même que c'est quand même du bon travail. On est très fiers de cette initiative du président de la transition, que chacun soit cultivateur pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Donc je pense que c'est une excellente initiative à encourager, bien sûr sous le leadership de notre Premier ministre aussi, qui nous encourage continuellement à œuvrer dans le sens de faire avancer notre pays. Le deuxième champ, c'est le riz chinois. Là également, les épis ont bien poussé. Avec le niveau d'eau sous le riz, la visite n'a pas été facile pour Mme Aminata Kaba, très contente du résultat de son travail. L'accès un peu compliqué, vous avez vu le niveau d'eau. Voilà, donc on a à peu près, pour les deux champs, à peu près 100 hectares. Franchement, je pense que c'est du beau boulot. On est très très content du résultat. Les épis sont presque arrivés à maturité. La récolte, c'est pour bientôt. Et pendant ce temps, le ministre de l'enseignement préuniversitaire s'inscrit aussi dans cette dynamique, la dynamique de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Guillaume Awing a valorisé un domaine de 50 hectares dans la préfecture de Bofa. Il était sur le terrain pour constater l'évolution du champ. Abdul Aziz Baldé. Le chef du département du préuniversitaire visite son champ à Séguébadi, situé à 15 km de la ville de Bofa. Dans un domaine de 100 hectares,
Le ministre Guillaume Awinga a valorisé pour un premier temps 50 hectares avec à la clé la promotion de l'anacarde et du manioc. Nous avons réussi à cultiver 5 hectares d'anacarde, 5 hectares de riz, 5 hectares d'arachide et 48 hectares de manioc. C'est une instruction du chef de l'État. Il a été instruit à tous les ministres de cultiver, de travailler la terre. C'est une façon de contribuer aussi au développement du pays. Natif de Bofa, cet enseignant paysan sillonne son champ avec enthousiasme. L'ambition est claire, aider les populations locales et surtout le pays à s'orienter vers le chemin de l'autosuffisance alimentaire. La Guinée est un pays très riche. La terre, ça donne, la terre, ça paye. Donc investir dans l'agriculture, moi je crois que le président a compris que ce n'est que de cette façon on peut aussi réussir à hisser notre pays haut. Il y a quelques mois, le chef de l'État avait instruit les membres du gouvernement à s'investir dans l'agriculture. Les champs de riz du ministère de la promotion féminine prospèrent bien. Ils se trouvent eux aussi dans la préfecture de Bofa. La ministre était sur le site pour le suivi des activités agricoles. Mohamed de Camara. À Koba, ce sont 22 hectares de riz réalisés par le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Les responsables du département à sa tête, la ministre des tutelles, sont venus sur le site pour le suivi de cette activité agricole. C'est pour faire le suivi et de montrer. Il y a du riz à perte de vue et qui a commencé déjà à donner des graines. Je suis très heureuse que la production de notre département, le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, est réussi comme ça. Un peu plus loin, à Kanteli, dans Monson, toujours dans Bofa, 2,5 hectares sont réalisés par le Fonds de développement social et d'indigence. Nous sommes sur une semence CK90. C'est une semence très productive, c'est une semence améliorée qui va probablement nous donner, théoriquement je vais dire, de 2 tonnes à l'hectare jusqu'à 4 tonnes. Nous estimons bien évidemment que nous ferons le pic. Le potentiel agricole de la Guinée est estimé aujourd'hui à plus de 13 millions d'hectares. Si l'agriculture est encouragée à la base, le taux d'importation sera revu à la baisse. Et nous allons parler maintenant de la reprise ce matin des travaux de la session parlementaire du Conseil national de transition. Une session au cours de laquelle la loi des finances 2023 ainsi que d'autres seront examinées et adoptées. Des délégations du Parlement de la CEDEAO et du CNT du Mali ont pris part à la cérémonie de lancement des activités. Abdoulaye Diallo. Comme à chaque rencontre officielle du CNT, tout a commencé par l'intonation de l'hymne national de la République de Guinée. Une façon pour les conseillers nationaux et les invités de réveiller leur fibre patriotique. Durant cette session permanente, les conseillers nationaux, en plus du projet de loi de finances initiale 2023, sont appelés à examiner et adopter plusieurs textes de loi, dont l'organisation du débat d'orientation constitutionnelle et la poursuite des débats parlementaires sur les priorités de la transition. La présente reprise solennelle de nos sessions s'annonce prometteuse et féconde. Au regard de l'intérêt, de la portée et de l'importance des activités inscrites dans le chronogramme de la transition. Il s'agit pour nous de produire tous les textes devant contribuer à la réforme et au renforcement de l'architecture du droit positif national et du dispositif institutionnel concourant au retour à une vie constitutionnelle normale. La transition que traversent le Mali et la Guinée est une opportunité pour les deux États de cimenter davantage les liens fraternels et amicaux qui les lient. Dans cet élan, les organes législatifs des deux pays s'engagent à solidifier leur coopération parlementaire, d'où la participation de la délégation du Mali à cette reprise des travaux de l'organe législatif guinéen. Le Mali, aussi bien que la Guinée, ont besoin aujourd'hui de l'accompagnement de l'ensemble de leurs fils, amis et partenaires sincères pour la réussite des objectifs de la transition. En tout état de cause, des efforts notoires de nos autorités commencent à porter fruit. Les résultats obtenus, il est vrai,
peuvent être différemment appréciées en fonction des sensibilités, en fonction des tendances ou en raison de la complexité des intérêts en présence, mais il faut reconnaître que la finalité ultime recherchée est d'aller à une normalisation politique, instaurer une gouvernance de rupture et doter nos pays d'institutions fortes et légitimes. Face aux conseillers nationaux guinéens, le président du Parlement de la CEDEAO apprécie les chantiers mis en place par la Guinée dans le cadre de la conduite de la transition et promet le soutien de son institution pour la réussite du processus. Nous savons tous que la paix est indispensable et constitue un essentiel élément de l'édification de la nation. Sous son leadership, la Guinée pourra explorer ses ressources naturelles en vue de la croissance économique et assurer la prospérité de tous les citoyens. Par conséquent, un leader qui s'engage pour la paix doit être reconnu et félicité. Nous espérons qu'un calendrier pour la tenue d'élections démocratiques sera établi dès que possible. Nous sommes tous à fait conscients de l'appui important dont vous aurez besoin pour exécuter convenablement votre mandat et atteindre vos objectifs. Dr Dansa Kourouma réitère devant ses invités la détermination des autorités de la transition guinéenne à œuvrer dans le but de poser les jalons d'une Guinée unie et réconciliée. En réaffirmant que les enjeux et les défis de la transition sont nombreux et énormes, je rappelle que le 5 septembre 2021, le CNRD, sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, avait promis de faire de la justice la boussole qui orientera les actions de refondation de l'État, de rectification institutionnelle et de lutte contre la corruption en vue de la moralisation de la vie publique. La création et le fonctionnement de la CRIEF, l'ouverture du procès des événements tragiques du 28 septembre 2009 constitue, entre autres, les augures qui confirment cet engagement du chef de l'État. Par ailleurs, le CNT, par la voix de son président, entend soutenir les initiatives de refondation de l'État et de rectification institutionnelle, condition indispensable pour tout développement durable. Et voici, mesdames et messieurs, avant de poursuivre cette édition d'information, un communiqué du procureur général après la cour d'appel de Conakry. Bonsoir à vous, monsieur Yamoussa Konté. Bonsoir. Nous vous écoutons. Communiqué du parquet général. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry informe l'opinion nationale, internationale, que suivant les instructions et le communiqué numéro 031-MJDH-SG-CAB 2022 du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en date du 21 octobre 2022, par courrier numéro 1249-PG-CAB-2022 du 24 octobre 2022. Il a instruit le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixit de faire ouvrir des enquêtes par la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale sur des pertes en vies humaines enregistrées au cours des manifestations violentes du 29 octobre 2022. Les enquêtes diligentées à cet effet ont permis l'interpellation du margi-chef Ibrahima Baldé, matricule 45 688-G, en service à l'escadron gendarmerie mobile d'intervention numéro 2, posté à cette occasion à Bambeto Magasin. Apparaissant sur les images et les vidéos des réseaux sociaux en possession d'une arme de marque TT-30. Par ailleurs, les résultats des autopsies réalisées par la médecine légale sur les dépouilles déposées à la morgue du CHI Niasdine se présentent comme suit. Mamadou Moussa Bari, âgé de 23 ans, traumatisme céphalique par arme à feu, cause du décès, arrêt cérébral. Amadou Ba, âgé de 45 ans, traumatisme
par arme blanche au niveau du flanc droit, cause du décès, éviscération, hémorragie. Kernobel Diallo, âgé de 16 ans, traumatisme thoracique gauche par arme à feu, cause du décès, choc hémorragique. Amadou Ourisso, âgé de 12 ans, traumatisme balistique au niveau du thorax gauche avec un orifice sorti au niveau de l'omoplate, cause du décès. Emphysème pulmonaire. Tout en présentant ses condoléances aux parents des victimes, le procureur général rassure que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et dans un délai raisonnable, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il rassure en outre l'opinion publique que justice sera faite pour les victimes dans l'intérêt de la préservation de la paix sociale. Le parquet général communiquera de la suite de la procédure. Fait à notre parquet Conakry le 26 octobre 2022. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le procureur général, après la cour d'appel de Conakry. Ce journal se poursuit et nous allons parler encore de la transition guinéenne. Je le disais au sommaire, le ministre des Affaires étrangères a reçu ce matin les ambassadeurs du monde arabe accrédités en Guinée ainsi que les ambassadeurs africains. L'objectif était de leur présenter officiellement l'accord signé avec la CEDEAO et dont la mise en application commencera le 1er janvier 2023 après approbation de la conférence des chefs d'État prévue en décembre 2022. Makeme Dozo. Il est 11 h lorsque le groupe des ambassadeurs des pays arabes accrédités en Guinée a été introduit dans la salle d'audience du ministre des Affaires étrangères. Ils sont venus féliciter la Guinée pour l'accord technique trouvé avec la CEDEAO. Il estime que la partie guinéenne a fait preuve de maturité et a exprimé son désir de conduire une transition apaisée. Nous voulons saisir cette occasion pour féliciter la Guinée et la CEDEAO pour avoir signé cet accord, en espérant que ça serait le premier pas dans le retour à la normale en Guinée, paisiblement, et justement pour que la Guinée regagne encore une fois son statut d'organisation justement de la CEDEAO ainsi que l'Union africaine, et nous espérons tout le bien pour la Guinée et pour le peuple guinéen. Après ces diplomates, c'est au tour des ambassadeurs des pays de la CEDEAO d'être reçus par le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté. Ils se disent rassurés de la collaboration sincère entre le ministère des Affaires étrangères et les diplomates de la sous-région. Il y a un consensus entre la République de Guinée et CEDEAO. Ça, c'est fondamental pour nous ici. Parce qu'ils sont pays frères de la République de Guinée qui sont négociés avec la Guinée. Si la Guinée a présenté quelque chose, et les experts sont analysés et tout, ils ont vu que réellement c'est bon pour accepter. Il fallait suivre la recommandation des chefs d'État qui a demandé à la Guinée, à la CEDEAO, de parvenir à un accord sur un délai acceptable pour tous. Donc ces experts ont travaillé d'arrache-pied et sont aboutis à un compromis, on appelle compromis dynamique de 24 mois. Le médiateur doit entrer en jeu parce que c'est une série d'étapes pour faire part à tous les acteurs politiques concernés de ces délais et solliciter leur appui à la mise en œuvre de ces délais-là. Dr Maurice Sanda Kouyaté se dit satisfait de la qualité des négociations entre le gouvernement guinéen et l'institution sous-régionale. Je tiens à préciser que CEDEAO, c'est communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le mot économique et État, c'est important. Et donc, c'est une négociation entre États. Déjà, au niveau interne, depuis le 5 septembre, le colonel Doumbouya tend la main à tous les acteurs, à toutes les composantes de la nation. Bien que ce soit un accord entre États, nous avons accepté de mettre dans cet accord qu'après son adoption, ce qui est déjà fait, que
Nous allons travailler avec toutes les parties. C'est dans l'accord. L'accord technique obtenu à Conakry sera présenté à la conférence des chefs d'État de la sous-région prévue fin décembre à Abuja. Son adoption déclenchera automatiquement sa mise en route. Et voilà qui nous amène à parler du cadre du dialogue inclusif en Guinée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a entamé ce matin une tournée dans les sièges des coalitions politiques et organisations de la société civile. Une tournée de prise de contact et d'échange autour des modalités de mise en œuvre du processus du cadre de dialogue. Adi Kamara. Après avoir balisé le chemin, les 3 facilitatrices accompagnent le Premier ministre, chef du gouvernement, dans les QG des coalitions des partis politiques. Ici, nous sommes au siège du parti FAN, dans le quartier Nongo. Tout d'abord, le Premier ministre Dr Bernard Goumou plante le décor en insistant sur la promotion du dialogue inclusif avant d'écouter les parties prenantes pour leurs suggestions ou leurs préoccupations. Nous avons donc eu des échanges vraiment fructueux avec M. le Premier ministre et nous lui avons exprimé notre volonté d'être autour de la table. Et nous estimons qu'il réussira aussi à convaincre les autres coalitions, à rapprocher les positions pour qu'ensemble nous puissions être autour de cette table. Parce que nous estimons que notre avenir se trouve dans le dialogue. D'ici, les 3 facilitatrices et le Premier ministre se sont rendus au siège du parti PADES, toujours à Nongo, où les présidents des formations politiques qui composent la COPED attendaient. Tour à tour, les intervenants qui se sont succédés ont fait des propositions tout en réitérant leur engagement à maintenir la paix dans le pays. Nous sommes une coalition qui voudrait promouvoir la paix et la stabilité en Guinée. Et personnellement, je suis très content que le président de la République ait insisté sur l'inclusivité, parce que tous ces partis représentent une partie de l'opinion de la Guinée. Après Nongo, direction Lambanyi dans la commune de Khatoma. Le Premier ministre Dr Bernard Goumou est accueilli par les membres de la coalition politique pour la rupture. Nous sommes au siège du bloc libéral. Les discussions portaient essentiellement sur les stratégies à mettre en place en vue de garantir la paix dans le pays et la gestion de la transition en Guinée. Pour que ce dialogue-là réussisse, il faut que les coalitions qui participent à ce dialogue soient traitées de façon égalitaire. Et aussi, il faut que les questions juridiques soient séparées des questions politiques, mais également nous avons exprimé le besoin que nous soyons représentés par parti politique, par coalition, qu'un membre de chaque coalition participe à ce dialogue-là. C'est le siège de la coalition La Guinée gagnante, ici à Lambaye. Les membres de cette coalition ont décliné leur programme visant à appuyer les actions entreprises dans le cadre de développement social et économique de la Guinée. Le Premier ministre a sollicité tout ce que nous portons dans nos cœurs, nos revendications, qu'on se retrouve, qu'on puisse débattre et trouver les solutions idoines pour un retour normal à l'ordre constitutionnel. À la Minière, le siège du réseau des femmes leaders africaines. Réfam Guinée, mouvement novateur créé le 2 juin 2017 à New York, avec le soutien conjoint de la Commission de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies. Aoulin veut faire de la Guinée un pays réconcilié, transformé où les femmes, par leur leadership, entendent jouer le rôle de vecteur d'inclusion et de progrès social. Nous sommes une grande force. Aoulin Guinée, c'est un grand mouvement qui a 6 piliers. Nous avons les femmes en politique, nous avons les femmes rurales, nous avons les jeunes femmes leaders, nous avons les entrepreneurs. Dans ce cas, ce cadre-là est un cadre propice pour prôner la paix et la cohésion. Recevoir le Premier ministre pour écouter ce qu'il envisage dans le cadre de la mise en place du cadre de dialogue inclusif, nous comptons aujourd'hui nous investir pour accompagner le processus. Avant de boucler la journée, l'équipe s'est rendue à Bellevue-Camélia, siège de l'UPG, où sont déjà regroupés les membres de la coalition du collectif des partis pour l'alternance, CEPA en abrégé. Nous disons merci d'abord qu'ils soient venus nous voir. Et nous, au niveau de notre coalition, nous avons toujours dit dès le départ, nous ne prenons pas la politique de la chaise vide, mais nous ne donnons pas de chèque en blanc aussi. Nous irons pour discuter, pour défendre nos déshydratats.
En initiant cette visite dans les QG des coalitions des partis politiques, le Premier ministre chef du gouvernement veut écouter les acteurs sociaux et politiques, connaître les positions avant la mise en place du cadre de dialogue inclusif. Dès ma nomination par le président de la transition, le président du CNRD, le chef de l'État, le chef suprême des armées, m'avait demandé de faire le tour de tous les fils et de toutes les filles de la Guinée pour les ramener autour de la table, pour échanger, pour discuter. Et un décret a été pris pour instituer le cadre de dialogue inclusif. Nous avons nommé les facilitatrices. Les facilitatrices ont déjà fait un premier pas pour aller vers toutes les coalitions politiques et également les réseaux ou les organisations de la société civile. Et elles m'ont invité humblement à venir échanger et à écouter toutes les coalitions et également tous les réseaux et les représentants de la société civile. Donc aujourd'hui, nous avons fait le tour et je sors heureux parce qu'à l'unanimité, partout où on est passé, tout le monde, toutes les coalitions ont décidé de rejoindre le cadre de dialogue inclusif. Et je voulais m'associer à tout le peuple de Guinée pour remercier et pour féliciter nos facilitatrices qui ont fait un travail d'arrache-pied et les encourager à ne pas baisser les bras et de continuer. Aujourd'hui, nous avons compris que tous les Guinéens ont soif de se parler, ce qui donne déjà de l'espoir. Et j'en suis sûr que très prochainement, à l'ouverture de ce cadre de dialogue, on pourra se regarder les Guinéens et parler pour discuter des grandes questions de la transition. Également vous dire que la CEDEAO est partie prenante de ce cadre de dialogue. Donc on voulait rassurer tout le monde que les Guinéens vont se parler et je sors vraiment satisfait de cette première tournée. Le chef de gouvernement quitte les QG des coalitions des partis politiques pleins d'espoir. Et ce jeudi, il est attendu dans d'autres QG selon un programme déjà établi à cet effet. Dans l'actualité encore, le ministre de l'enseignement préuniversitaire poursuit la réception technique des écoles publiques rénovées à l'intérieur du pays. Après la préfecture de Bofa, le ministre et sa suite se sont rendus à Kamsar, Boké et Afria. Partout, les élèves et les encadreurs sont invités à entretenir les infrastructures réalisées pour permettre aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions. Abdul Aziz Baldé. L'ambition affichée est claire, redorer l'image de l'école guinéenne. Depuis le week-end dernier, le ministre Guillaume Awing et sa délégation sillonnent le Kakandi. Objectif, constater la reprise effective des cours, mais aussi procéder à la réception des écoles publiques rénovées. Le collège Amdalaï de Kamsara et le collège Yomboya de la ville de Boké étaient dans un état de délabrement très poussé. Mais aujourd'hui, ces écoles font peau neuve et les apprenants sont aux anges. L'entretien doit être de mise. Nous insistons et nous persistons là-dessus. C'est pourquoi dans nos contrats de performance, il y a l'assainissement que nous avons introduit au moins 2 fois dans le mois. Toutes les écoles, dans toutes les concessions scolaires, les élèves des classes intermédiaires doivent assainir au moins 2 fois dans le mois. De Boké, les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire prennent la direction de Fria pour le même exercice. Après un bref entretien avec les élèves autour du mât, le collège Hadjama Kamara est mis à la disposition des autorités préfectorales. Élèves et responsables du système éducatif s'engagent à entretenir au quotidien cet édifice. La disposition qu'on va prendre, c'est de maintenir cette propriété. Il l'a dit, c'est 2 fois dans le mois. Et ça sera fait. Il m'a personnellement donné consigne de respecter, de faire respecter cette consigne. Au total, ce sont plus de 540 salles de classe qui seront touchées par cette initiative gouvernementale. Le but est d'améliorer les conditions d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes attaqués aux infrastructures, mais nous n'oublions pas que nous avons un problème de mobilier, c'est-à-dire de table-banc. L'État aussi est en train de tout faire pour que ces écoles qui ont été rénovées soient prochainement dotées de table-banc. Ce programme de rénovation et d'extension des écoles figure parmi les priorités du ministère de l'enseignement préuniversitaire. À cela s'ajoute la formation des formateurs et la révision des programmes d'enseignement.
Un mot de santé pour dire que le Centre national d'orthopédie a 50 ans d'existence, un demi-siècle, au service des personnes vivant avec le handicap. Les partenaires en profitent pour faire des dons en vue d'améliorer les prestations du centre. On en parle avec Mohamed Kamara. 50 ans de loyaux services rendus par ce centre au peuple de Guinée. Il a pour mission la mise en place de la politique du gouvernement dans le domaine spécifique de la réhabilitation des personnes handicapées physiques. Il intervient dans les domaines ci-après. La réadaptation médicale en collaboration avec les services médicaux pour la prévention et la prise en charge des enfants. Des enfants victimes des malformations congénitales et des accidents obstétricaux, entre autres. L'élongation du plexus brachial, le piébo-varius, les séquelles de la poliomyélite, les séquelles de la malnutrition. Ce cinquantenaire du Centre national a permis d'offrir des appareils orthopédiques, des chaises roulantes et autres aides techniques à la marche aux personnes à mobilité réduite. Je remercie très sincèrement Monsieur le Président, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Nous sommes très ravis aujourd'hui d'avoir bénéficié de ces appareils. Avoir ces appareils, c'est une satisfaction pour nous. Pour l'exercice 2022, dans ma lettre de mission, il fait mention de l'appareillage de 400 personnes handicapées, dont 250 enfants, et la remise de 600 aides techniques financées exclusivement sur le BND. Fruit de la coopération guinéo-allemande, grâce à ce partenariat, ce centre aura bientôt un nouveau visage. L'année prochaine, il y aura des livraisons de matériel et donc ce qu'en 72 a été installé dans ce bâtiment sera, si j'ai bien compris, continué avec des nouvelles appareils et matériaux dans ce bâtiment nouvellement construit. Le président de la République accorde du prix à l'inclusion des personnes vulnérables. Plusieurs actions sont menées dans ce sens dans le pays. La politique de soutien aux personnes vulnérables est au cœur des préoccupations du président de la transition et de son gouvernement qui aspire à ce qu'aucun de nos compatriotes soit laissé pour compte dans le processus de développement en cours dans notre pays. C'est ainsi que les structures de soutien aux personnes vulnérables comme l'ANIES et le Fonds de développement et d'indigence aux personnes vulnérables ont été engagées dans des campagnes de recensement et de distribution d'indemnités pécuniaires ainsi que des cartes de soins pour leur prise en charge sanitaire. La célébration des 50 ans du Centre national d'orthopédie, dont les activités ont débuté le 18 octobre 1972, vise à faire connaître davantage cette structure publique au service de tous les Guinéens. Au même moment, le Fonds de développement social poursuit et intensifie ses actions sur le terrain. La structure vient de signer un partenariat avec la direction de SOS Drepano. C'est une initiative du chef de l'État pour faciliter la prise en charge gratuite des malades en situation difficile. Alpha Isiagaba. C'est une signature de partenariat d'une autre portée. La direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence et celle SOS Drepano s'engagent dans la dynamique de protection sociale. Le partenariat est nouveau, il vient s'ajouter aux autres dans le cadre de la prise en charge sanitaire gratuite des malades indigents. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde, mais la maladie la plus coûteuse pour les familles. Donc l'État guinéen, grâce à l'initiative de son Excellence, Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, de prendre l'initiative de venir en aide à toutes ces personnes qui souffrent, particulièrement aux drépanocytaires. Nous sommes ravis et nous accueillons cela avec beaucoup de satisfaction. Ainsi, la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence, dans sa mission humanitaire, fait de la protection sociale une priorité. Déjà, d'autres partenariats similaires sont paraphés avec d'autres structures sanitaires du pays. Conformément à la politique de protection sociale du gouvernement et de l'État guinéen, et cela vient combler un grand vide puisqu'on recevait assez de cas
de ce type de maladie dont on ne pouvait orienter nulle part. Et c'est un sérieux problème pour le Fonds de développement social de l'indigence. Avec la signature de cette convention de partenariat avec un centre spécialisé dans la prise en charge des drépano, cela viendra combler un grand vide et redonner de l'espoir et le sourire à ces Guinéens qui n'attendaient que ça. Cette signature de partenariat entre la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence et celle SOS Drépano aura des impacts sur les malades indigents, surtout ceux drépanocytaires. Et je le disais également au sommaire de cette édition d'information, le ministère de la Culture s'attelle à la vulgarisation des textes de loi relatifs à la protection du patrimoine culturel et naturel du pays. La rencontre a mobilisé les acteurs publics, privés, membres de la société civile et partenaires au développement, occasion de mettre en exergue la nécessité de garder et de transmettre dans les règles de l'art ces acquis pour les générations. Ousmane Bah. Après 5 ans de travaux sur le projet Stop Palu, le ministère de la Santé et son partenaire, l'Agence américaine de coopération intercommunale, se retrouvent pour vulgariser les acquis du projet. Avait pour mission principale d'appuyer la Guinée dans la préélimination et réduire la mortalité liée au paludisme de 75% par rapport à 2016. Grâce à l'appui de Stop Palu Plus, on a pu avoir les tests pour pouvoir dépister le paludisme, pour pouvoir prendre en charge le paludisme avec les médicaments, et on a pu avoir un appui considérable pour faire de la sensibilisation de la population. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un projet qui a été, si vous voulez, à l'avant-garde de la santé communautaire en Guinée, parce qu'en 2012, lorsqu'on identifiait les relais communautaires, ces relais communautaires, les praticiens de santé que nous sommes, nous étions même réticents que ces relais communautaires fassent la prise en charge du moment qu'ils n'étaient pas des agents de santé. Financé par le gouvernement américain et mis en œuvre par l'USAID, ce projet a enregistré des progrès considérables grâce à la synergie d'action entre le ministère de la Santé à travers son programme national de lutte contre le paludisme et les partenaires techniques et financiers. La prévalence du paludisme a diminué de 2 tiers. Ces résultats sont vraiment impressionnants et c'est grâce au leadership du ministère de la Santé et la collaboration entre tous les bailleurs. Mais surtout, c'est grâce à les efforts qui ont été faits au niveau communautaire. Ce projet est la deuxième phase de l'intervention de l'USAID et du gouvernement américain dans la lutte contre le paludisme en Guinée, qui a débuté en 2011 et qui a investi plusieurs millions de dollars dans cette lutte. Un chiffre qui a été partagé avec nous et qui illustre un peu les progrès et les résultats réalisés par ce projet. Pour ceux parmi vous qui font la statistique et l'épidémiologie, c'est une réduction significative des cas de paludisme. Malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires, le palu représente en Guinée un véritable problème de santé publique. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez donc compris, c'était là le reportage de Diané Gansané par rapport à la lutte contre le palu en Guinée et la fin de la deuxième phase du projet Stop Palu Plus. Les partenaires se sont donc retrouvés pour faire un état des lieux des acquis de ce projet. Nous allons revenir sur l'élément dont je parlais tout à l'heure, l'élément sur le ministère de la Culture qui s'attelle donc à la vulgarisation des textes de loi relatifs à la protection du patrimoine culturel et naturel du pays. La rencontre a mobilisé les acteurs publics, privés, membres de la société civile et partenaires au développement. Et c'est donc l'occasion de mettre en exergue la nécessité de garder et de transmettre dans les règles de l'art ces acquis au bénéfice des générations présentes et futures. On fait le point avec Baousmana. La vulgarisation des documents normatifs du patrimoine culturel et naturel au centre des préoccupations des acteurs en charge du secteur. Une mesure pour la protection, la valorisation et la transmission de l'héritage culturel guinéen dans l'intérêt des générations actuelles et futures. L'initiative est du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Protéger, conserver et valoriser notre patrimoine culturel et naturel, c'est protéger, conserver et valoriser les réalisations majeures, exceptionnelles du passé de nos communautés. C'est protéger, conserver et valoriser leur créativité et leur intelligence. En un mot, c'est protéger notre identité.
L'occasion est opportune pour démontrer aux acteurs du secteur public et privé et les partenaires au développement l'importance du patrimoine culturel et naturel dans le processus de développement socio-économique de la Guinée. Face aux nombreux défis de développement, la culture peut aujourd'hui contribuer à la création de richesses et d'emplois. Par le biais du tourisme, mais également par le biais du numérique. La culture, sous plusieurs cieux aujourd'hui, est démontrée comme un levain pour non seulement consolider la paix, mais aussi créer des ressources, aussi bien pour la population que pour l'État. Dans le cadre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel dans toute sa diversité, la Guinée a ratifié 6 conventions internationales. Parmi elles, la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ratifiée en 1960. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.